Je vous présente aujourd'hui notre 401e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, l'aviation israélienne a bombardé les troupes gouvernementales de Bachar el-Assad la semaine passée, permettant ainsi à l'État islamiste de prendre possession de Palmyre, cette cité antique située au nord-est syrien. Quid des réactions internationales? Écoutez, bien sûr, les réactions internationales sont hostiles à la conquête de Palmyre parce qu'ils en craignent la destruction par Daesh qui pratique en quelque sorte une technique du rasage de tout ce qui peut rappeler d'autres religions ou d'autres civilisations que la sienne. Cela dit, l'aviation israélienne obéit à des motivations purement nationales qui ne sont pas toujours dans le sens de celles de la coalition. Alors, la frontière irako-syrienne est désormais aux mains des djihadistes. D'après le New York Times datant du 28 mai passé, la coalition menée par les États-Unis retiendrait sciemment ses frappes contre l'État islamiste, aussi bien en Syrie qu'en Irak. Cela vous surprend-il? Non, je ne crois pas que ce soit exact, mais je pense que le combat d'une aviation contre des combattants qui sont à terre n'est pas simple, ce n'est pas facile, et les frappes ne sont pas toujours très efficaces. En plus, il s'agit, comme vous venez de le dire, d'une coalition, c'est-à-dire qu'elle contient en elle-même déjà les preuves de sa faiblesse, si j'ose dire. Et il y a beaucoup à craindre de l'extension du conflit dans cette région et de l'inanité des efforts qui peuvent être engagés contre Daesh. Alors, au Yémen, un F-16 saoudien aurait lancé hier une bombe à neutrons. Est-ce selon vous le début d'une guerre nucléaire? D'abord, il faut noter que l'armée saoudienne n'a pas de F-16. Alors ce F-16 saoudien est probablement un avion camouflé d'une autre nationalité dont chacun peut imaginer l'origine. Il s'agit, semble-t-il, d'une bombe déjà utilisée en Irak, peut-être une bombe à neutrons, en tous les cas une bombe de très forte intensité, puisqu'on dit que son diamètre d'impact serait de 2,5 km, ce qui est considérable. Il est certain ce n'est pas la première bombe de ce type qui est lancée, mais son utilisation dans ce conflit actuel peut laisser craindre évidemment une extension à une guerre nucléaire qui serait peut-être d'ailleurs le signal de la fin du monde. Alors, Florian Philippot, poursuivi en diffamation par le Qatar après qu'il ait dit que ce pays finançait les djihadistes. Des avocats amis de l'UMPS sont déjà désignés par ce pays du Golfe dans le cadre de cette procédure. La France est-elle, selon vous, à ce point à la botte du Qatar? Oui, je crois qu'il ne faut pas parler en termes de nation, là. Je pense qu'on ne peut pas dire le Qatar soutient l'action des djihadistes. Il y a au Qatar un certain nombre d'organisations, d'organismes qui soutiennent en effet les djihadistes, mais on ne peut pas en attribuer la paternité à l'État qatari lui-même. Pas plus qu'on ne peut sentir la France engagée à la botte de tel ou tel gouvernement. En l'occurrence, M. Philippot a sans doute laissé dépasser sa pensée par son expression. Et il est, paraît-il, il se dit condamné par une fatwa. On n'a pas l'habitude des fatwas qataris, mais enfin, dans tous les cas, M. Philippot a l'impression qu'il est menacé de mort et il a demandé une protection policière officielle qui lui a été refusée, semble-t-il. Mais je pense qu'il peut compter sur le DPS du Front National pour assurer sa sécurité. Bien, alors le ministre de l'Intérieur grec annonçait mardi dernier que son pays ne rembourserait définitivement pas le FMI comme c'était prévu et promis. Était-ce, d'après vous, voué dès le départ à l'échec? Bien sûr, de la même manière que personne n'imagine que la France remboursera ces 2000 milliards d'euros de dette. Et il s'agit là de faux semblants. Et la Grèce, qui est au bord du dépôt de bilan, ne saurait évidemment soustraire quelques milliards que ce soit d'un budget qui est déjà lourdement obéré.
Non, tout cela, je crois que c'est un jeu de rôle et que tout cela va se terminer probablement par une catastrophe bancaire, une catastrophe financière qui verra rebondir une inflation formidable qui aura l'avantage, elle, de diminuer beaucoup la masse des dettes. Et alors en Russie, le président Vladimir Poutine vient de promulguer une loi permettant aux autorités russes d'interdire les organisations non gouvernementales étrangères, les désignant hostiles et agents de l'étranger. Les USA s'indignent. C'est de toute évidence, on sait bien qu'un certain nombre d'organisations d'ONG sont des organisations d'espionnage ou de manipulation des populations ou de subversion. Et si M. Poutine prend cette décision à l'égard de certaines d'entre elles, il doit y avoir de bonnes raisons, je pense. Oui, alors justement, toujours Poutine, il vient également de dresser une liste noire des personnalités étrangères indésirables sur le sol russe. Ça vous choque? Non, ça ne me choque pas du tout. C'est la réponse du berger à la bergère. On voit pourquoi la Russie resterait coite lorsqu'elle est victime elle-même de mesures discriminatoires sur le plan international. Eh bien, elle renvoie l'ascenseur en quelque sorte. Par conséquent, les dirigeants de l'Europe occidentale ne peuvent pas s'étonner de la réponse qui a été faite par Poutine. Alors depuis l'attentat de Charlie Hebdo, des milliers de soldats français sont déployés dans toute la France dans le cadre du plan Vigipirate. 7000 en Île-de-France, entre autres, protégeant en priorité les lieux de culte, magasins et écoles israélites. Un coût d'1 million d'euros par jour, aux frais du contribuable, bien entendu. Cela peut-il durer encore longtemps, Président? D'abord, je voudrais dire que ce plan Vigipirate, Vigipirate plus, Vigipirate renforcé, Vigipirate multiplié, on ne sait pas jusqu'où on ira dans le domaine des superlatifs, est uniquement fait pour rassurer la population. Car il est bien évident que, n'étant pas dotés de munitions, les soldats qui y sont affectés feraient des catastrophes si par hasard ils étaient amenés à riposter, notamment dans les lieux très, comment dirais-je, fréquentés comme le sont les aéroports, les gares ou des endroits comme ceux-là. Je pense que c'est une mesure en trompe-l'œil. On se rassure en prétendant rassurer la population. Comme toujours, on évite de regarder la réalité en face pour prendre les mesures qui s'imposeraient et qui ne sont pas uniquement des mesures de décor. Alors la première salle de shoot ouvrira ses portes aux drogués dès janvier 2016, et ce, dans un hôpital parisien, Lariboisière. Quel est votre avis? Qu'en pensez-vous? C'est la voie du laxisme, c'est la voie de la décadence. C'est, semble-t-il, une attitude générale de la société française consistante à reculer devant l'obligation de sévir, de sanctionner, de juger, en espérant que, que ça gèle, que ça s'arrange, que ça améliore les choses. Il est évident que la lutte contre la drogue devrait être menée de façon impitoyable, comme elle l'est dans certains pays, où elle est sanctionnée par une peine de mort qu'hélas, nous avons supprimée dans notre pays. Alors selon un dernier sondage Odexa, 77% des Français ne souhaitent pas que François Hollande se représente en 2017. Le croyez-vous capable de retenter le coup tout de même? Écoutez, je ne sais pas ce que c'est que cette officine Odexa. Je crois que c'est celle qui m'avait attribué 7% de sympathie dans les milieux du Front National. J'ai l'impression que ce sont des organes qui sont fabriqués pour se faire, pour tromper l'opinion, car le sondage, comme la statistique, est un moyen très efficace de manipuler l'opinion populaire. Monsieur Philippot Damien, qui est le frère et qui est directeur des études politiques de l'IFOP, en sait quelque chose. Alors une dernière vidéo sur le site du Front National, en réalité une rétrospective d'une année de travail des députés frontistes au Parlement européen, vous zappe, vous exclut littéralement. Quelle est votre réaction? J'étais la statue du commandeur, très gênante, parce que ma présence interdisait un certain nombre d'actions plus ou moins discutables.
M. Philippot, qui est un spécialiste de la communication, sait que la meilleure manière de combattre un adversaire ou un ennemi, c'est de n'en pas parler. Alors il est assez singulier que j'ai disparu, en effet, de la plaquette consacrée aux députés européens, alors que je suis député européen depuis 31 ans, et que j'y ai tenu, ma foi, à la mesure de mes moyens, une certaine place. Mais on sait aussi que M. Philippot a de la communication une notion particulière, très discutable. C'est ainsi qu'un certain nombre de ses préposés sont chargés d'espionner en interne les échanges entre dirigeants ou militants, surveillent le net d'une façon permanente, les tweets, etc. Les mauvaises langues, ils ont même appelé les gestapettes. Ok. Bah justement, vous serez le 12 juin prochain à 10 heures au tribunal de Nanterre. Pourquoi, Président? J'y serai si Dieu le veut. Oui, et parce que j'ai porté plainte, en effet, contre les décisions du bureau exécutif du Front National, me suspendant comme adhérent et extrapolant de cette sanction, en quelque sorte, la suppression de mon statut de président d'honneur, lequel comporte un certain nombre de prérogatives gênantes pour l'exécutif, puisqu'elles me permettent, elles me donnent accès à toutes les commissions, toutes les organisations du mouvement. Alors je fais juger cela par le tribunal, qui, comme vous le savez, est l'instance supérieure des associations, et ainsi d'ailleurs que la volonté de faire un congrès postal, non pas à base de militants, mais à base de questionnements, lesquels regroupés devront se voir répondre par oui ou par non. De telle façon qu'on peut faire dire à ce genre de réponse n'importe quoi. Et moi, j'ai demandé au tribunal si, toutefois, il ne rejetait pas le principe même de ce congrès postal, d'isoler la question de la présidence d'honneur, de telle manière que l'on sache, que les militants puissent choisir entre Jean-Marie Le Pen et Philippot. Bien, alors vos lectures, Président. Ah, j'ai beaucoup lu, oui. Tout de même parce que l'occasion m'en a été donnée. Alors, j'ai un livre là étonnant, c'est un roman policier. Vous savez que le roman policier moderne est très utile dans la connaissance de la sociologie des pays dans lesquels se déroulent les crimes qui sont décrits, et les poursuites, l'action de la police, de la justice, etc. Et il s'agit là d'un roman qui, lui, n'est pas un roman anglais ou américain, mais danois. Et il y a là toute une, comment dirais-je, toute une école nouvelle, scandinave, du roman policier qui est assez différente de la conception du roman, disons, habituel, du roman noir. C'est un gros livre, ça s'appelle L'effet papillon. Ça n'a rien à voir avec le personnage du même nom. Et c'est un passionnant récit sur la persécution par une bande d'un de ses membres qui tente d'y échapper. Et c'est assez remarquable. Ça peut être un livre de vacances. Je me suis beaucoup amusé aussi. Pardon, je n'ai pas donné l'éditeur qui est... Albin Michel. Albin Michel, oui. Il n'est pas montré non plus voilà, c'est ça. Alors, un livre qui m'a amusé parce que j'en connais la cible, c'est un livre de Ryan Chemin et de Vanessa Schneider qui s'appelle Le mauvais génie. Et c'est tout entier consacré à Buisson et au rôle qu'il a joué auprès de Sarkozy. C'est assez caustique, bien écrit, ma foi, et après tout, c'est édité chez Fayard. C'est une lecture qui n'est pas tout à fait innocente, mais intéressante. Alors, je vais revenir, parce que j'en avais parlé dans ma dernière émission, sur 2 livres de Bob Maloubier. Bob Maloubier vient de disparaître. J'ai été probablement un des derniers à le voir. C'est un personnage absolument fascinant qui a été, dès l'âge de 17 ou 18 ans, un résistant,
membre des services secrets britanniques, ce qui sans doute ne lui a pas été pardonné du côté du BCRA. Il était au SOE et il a en particulier, ce sont des récits absolument fascinants de la lutte des véritables résistants, pas de ceux qui parlent avec la bouche, de ceux qui ont risqué leur vie, très souvent leur liberté. Et là, il raconte en particulier un certain nombre de sabotages. Ces sabotages avaient un énorme avantage, c'est qu'ils dispensaient les cibles d'être bombardées par des centaines ou des milliers d'avions anglo-américains. Je vous rappelle tout de même qu'il y a eu 68 000 Français tués dans les bombardements alliés de la guerre. Alors là, l'attaque par la terre, en quelque sorte par des agents spéciaux, soit d'un ravitailleur de sous-marins coulé dans sa cale sèche, soit des déraillements de trains, des attaques d'usines spécialisées dans la production de pièces détachées ou encore des centrales électriques, etc. Tout cela est absolument passionnant et ouvre la voie à un autre livre de Bob Maloubier qui s'appelle L'espion au pied palmé. Alors, si vous avez besoin, pour votre été, pour vos vacances, d'un récit qui se termine d'ailleurs de manière hilarante par l'affaire de Rainbow Warrior, que Bob Maloubier traite avec beaucoup d'ironie, ainsi que des différents avatars d'elfes, où il a d'ailleurs travaillé lui-même après sa période militaire. Bob Maloubier était un homme extraordinaire. Il y en a eu, il y a des Français comme ceux-là, dont la qualité supérieure justifie que l'on ne perde pas espoir. Aux éditions du Rocher. Aux éditions du Rocher, oui. Bon alors vous, Président, comment allez-vous? Votre Écoutez, santé, votre morale? Le moral est excellent, le physique un peu moins, parce que j'ai comment dirais-je, j'ai toujours du mal à prononcer le mot des mots qui me frappent. Bon, votre épaule, votre déchirure? Alors ça, c'est hélas récurrent. Je sais, il est vrai que les tendons ne se réparent pas à 27 ans comme à 17. Non, parce que ça fait des mois que vous, ça fait, que vous souffrez. Depuis le 26 janvier où j'ai sauté par ma fenêtre pour ne pas être Brûlé vif dans l'incendie. Bon, c'est un inconvénient que j'essaye de maîtriser par la rééducation et par la manipulation, mais c'est très très long. On m'avait dit que ça serait long et douloureux. Alors on m'a dit un peu la même chose pour ma maladie pulmonaire, et que c'était très débilitant physiquement, parce que s'y conjugue l'effet des traitements, et qui sont eux-mêmes très affaiblissants. C'est une série d'épreuves, n'est-ce pas, c'est mon annus horribilis. Oui, parce que c'est pas mal quand même depuis le janvier 2015. Oui, je dois dire oui. Oui, je cumule en quelque sorte. En effet. Mais ma foi, je résiste. Bon, et alors comment va votre épouse, notre génie nationale? Heureusement, Jeannie est là, qui s'occupe de tout, qui veille sur tout et qui fouille les décombres de sa maison, Oui. retrouve de temps en temps une pièce que l'on considère comme un trésor, en disant on a trouvé une photo formidable, etc. Comme quoi, avec une certaine forme de caractère, on peut transformer le malheur en bonheur. Je vous remercie infiniment, Jean-Marie Le Pen, et j'espère que nous nous retrouvons très très vite la semaine prochaine. J'espère. Cette 401e édition inaugure en quelque sorte un cycle nouveau. Jusqu'où irons-nous? Encore 100, une Dieu bonne le centaine. Au revoir.